Alors, je rejoins complètement Ibrahima. La passion. Sans la passion, ce sera difficile, comme il a dit Ibrahima, d'aller jusqu'au bout. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, on le dit, et c'est la réalité. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il ne s'agit pas, en fait, il n'y a pas les idées ne manquent pas. On a énormément de jeunes qui ont qui ont des idées innovantes. Ce qui manque, en fait, c'est le why. Pourquoi, pourquoi je vais entreprendre déjà? Il faut se le poser cette question à soi-même et s'y répondre. Parce que tant qu'on n'a pas répondu à son why, pourquoi je le fais, ça va être compliqué d'être dans la résilience, d'être dans la persévérance. Donc ça, c'est très, très important de définir son why. L'autre préjugé ou l'autre idée reçue, je vais vous en donner 3. Le premier, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour entreprendre. Non, c'est faux, selon moi. Il faut une idée claire. Il faut une vision à court, long terme. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'immédiat. C'est un investissement que l'entrepreneur va faire pour arriver dans le long terme à un résultat, on va dire, qui va définir vraiment, vraiment, vraiment le succès de son projet. Le deuxième préjugé, c'est que entreprendre au Sénégal, c'est plus facile. Pas forcément. Pas forcément. Financement, la structuration de son projet, les effets administratifs. Donc tout ça, c'est valable au Sénégal et c'est valable en France. Et le contexte où on veut entreprendre est à prendre en compte. On n'a pas les mêmes réalités au Sénégal qu'en France. Donc ça, c'est pas forcément le cas. Le troisième, c'est que la diaspora est privilégiée. Non, pas forcément. La diaspora n'est pas privilégiée. Il y a des atouts au niveau de la diaspora. On est dans un environnement en France qui est vraiment, on va dire, idéal pour entreprendre. Il y a pas mal de réseaux d'accompagnement. Il y a des moyens de financement qu'on peut mobiliser. Mais n'empêche qu'on est loin du Sénégal. On est loin du terrain, surtout si le projet est en lien avec le Sénégal. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une vision à long terme. Une résilience à aller chercher. Et le why à répondre. En tout cas, à apporter une réponse en tant qu'entrepreneur. Le why, donc, qui est le pourquoi. Le pourquoi de ce qui nous pousse profondément à vouloir entreprendre. Très intéressant. Donc, j'en retiens que l'entrepreneuriat, il ne faut pas forcément des moyens colossaux pour pouvoir entreprendre. Ça veut dire que nous, étudiants, par exemple, on peut entreprendre justement, si j'ai très bien compris l'idée. Exactement, Mamadou. On peut être en fait un étudiant et avoir une idée dans la tête, travailler son idée pendant son parcours, on va dire, étudiant, et être un entrepreneur. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, pour un étudiant ici, et sachant que tu as plein de charges et tout ce qui va dans ce sens, même si parfois tu as un petit job étudiant, ça veut dire que même avec tes petits revenus, le minimum que tu épargnes, par exemple, tu peux commencer à te lancer justement. Tu peux te lancer justement. Oui, Est-ce que effectivement. c'est possible? C'est bien possible parce qu'en fait, au début, il faut structurer l'idée. Au début, on ne va pas vous demander de dépenser. Dépenser en fait l'argent que vous n'avez éventuellement pas. On va vous demander de structurer l'idée. Avant de penser même à financer ou à acheter quelque chose, il faut déjà que l'idée soit claire. Qu'est-ce que moi j'apporte? Quelle est ma proposition de valeur? Et ça, c'est du travail. C'est pas forcément du financier. Je vois. Ibrahima, donc je reviens vers vous tout à l'heure. On va passer à Yahawa. Donc, si vous pouvez répondre justement à ces questions-là sur votre vision de l'entrepreneuriat. Et selon vous, c'est quoi la principale idée reçue justement sur l'entrepreneuriat? Ok, me concernant, moi j'en ai retenu, je peux dire 4. Déjà, la première, c'est qu'on est entrepreneur, on ne le devient pas, il y en a certains qui le disent. Je ne suis pas d'accord dans la mesure où, si je prends mon cas, je suis actuellement étudiante. Et ici en France, il faut savoir que l'entrepreneuriat étudiant est en plein essor. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui bénéficient du statut national d'étudiant entrepreneur, que j'ai moi-même, qui est reconnu par l'État. Et donc, on a pas mal de structures qui nous accompagnent, des mentors et des labos qui sont ouverts
à nos étudiants. Comme disait Babou, on peut entreprendre sans pour autant dépenser quoi que ce soit. Je peux dire que actuellement, c'est l'État qui est mon garant et celui quand même qui finance mes prototypes que je fais actuellement. Donc cela prouve un peu que bon, ça a une part significative parce que ça permet à pas mal d'étudiants après de créer réellement leur entreprise. Donc, on a un cocon qui nous permet un peu de tester pour qu'après les études, on a notre business plan pour ensuite mettre en place notre entreprise. Donc, ça prouve que devenir entrepreneur, c'est par exposition, mais aussi par accompagnement, par des essais, mais pas simplement que c'est un peu héréditaire comme certains pensent. Il y a aussi le fait de dire qu'il faut avoir une idée révolutionnaire. Bah, c'est faux. Je ne suis pas d'accord, je vais dire, parce que si je prends mon cas, bah, je n'ai pas créé quelque chose de grandiose. C'est juste une plante, le quinqueliba, une tisane traditionnelle, quelque chose de très basique, de très simple, que j'utilise. Bah, la différence, c'est moi qui crée de par la qualité agroalimentaire, je dirais, et scientifique que j'apporte, par peut-être le storytelling, par peut-être le packaging, mais aussi par peut-être l'adaptation aux attentes. D'accord, je vois. Donc, ça veut dire quand même quand on veut se lancer, il y a beaucoup de structures quand même qui sont là pour nous aider. On n'est pas seul. Je pense que le micro de Yao est coupé. Yawa, alors, oui, je pense aussi. Oui, désolé. La troisième idée, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la liberté et pas de contrainte. Bah, il y a une certaine forme de liberté parce que tu crées, tu décides. Mais nous les étudiants, c'est des contraintes de plus parce que je fais tout ce que l'étudiant lambda fait. Il y a les études, il y a les examens, il y a le cours, il y a les jobs étudiants. Mais en plus de ça, j'ai un projet à mettre en place. Et donc, parfois, on n'a pas de temps libre pour nous. Et ensuite, il y a aussi une forte charge mentale qui s'y ajoute. Et de plus, entreprendre dans l'agroalimentaire, c'est beaucoup plus strict. Il y a des règles, des normes d'hygiène, de qualité que je dois gérer à côté. Il y a la vie perso. Donc, c'est que des contraintes, plus de contraintes. Donc, c'est la liberté, mais quand même avec beaucoup de contraintes, je dirais. Donc, ça veut dire qu'entreprendre, c'est pas forcément de tout repos, quoi, comme on peut le penser. Parce que généralement, le rêve qu'on nourrit, c'est de quitter, par exemple, notre CDI pour justement entreprendre. Et c'est justement dans cet élan de liberté que l'on pense justement s'épanouir justement dans notre entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat de façon générale. D'accord, bah, très intéressant. Mamadou, si vous voulez... Merci beaucoup. Maintenant, je voulais signaler qu'il y avait des mains qui se levaient. J'avais vu la main d'Adissira, je ne sais pas, parce que aussi, étant donné que c'est purement collaboratif, je ne sais pas comment vous gérez ou bien on y va. Alors pour les mains, je les ai vues. Moi, ce que je vous propose pour le public, c'est de noter vos questions au fil des discussions. Et justement, il y a une partie questions-réponses et justement, on va revenir sur toutes vos questions. D'accord. Après, je dois basculer sur une réunion, en fait. Comment? Je dois basculer sur une réunion, en fait. J'ai pas compris. On aura bien une réunion, en fait. Ah, d'accord, je vois. Bon, dans ce cas, vous pouvez poser, exceptionnellement, votre question. Mais généralement, pour tout le public, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les noter. Et dans la partie, justement, questions-réponses, on va y répondre. Les intervenants vont y répondre, justement. Vas-y, Adi, s'il te plaît. Eh bien, rebonsoir à tous. Je m'appelle Adi Sierra. Je suis la grande de la FSF au sein de la région Île-de-France. Et j'ai reçu l'invitation via Abdoukhad et Modouba. Et je salue vraiment cette initiative. En vrai, moi, je n'avais pas une question, c'était juste un truc que j'ai vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui dit que si tu entreprends seulement pour l'argent, ça n'a aucun sens. Et pour moi, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je pense que l'argent peut être une motivation pour entreprendre. Et que beaucoup de gens quittent le monde salarial parce qu'ils veulent plus de liberté financière. Et l'important, ce n'est pas la motivation de départ, mais d'accepter les postes en fait. Allô, vous m'entendez? Oui. On vous entend, Adi. J'entends rien. Allô? On vous entend? Oui, Adi, on vous entend.
Bah, je disais que dire que l'entrepreneuriat n'a pas de sens si c'est pour de l'argent, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, l'argent représente la sécurité et la liberté des choix. Et tant qu'on comprend que devenir millionnaire demande du travail, de la discipline et de la création de valeur, pour moi, c'est une ambition très normale. Et je ne suis pas d'accord du fait qu'ils disent que l'argent n'est pas une motivation pour l'entreprendre. C'est juste ça, en fait. Et je suis désolée. Je vois. Donc, selon vous, après, là, chacun donne justement sa conception de l'entrepreneuriat. Et justement, toutes les conceptions sont légitimes. Selon vous, j'aurais compris que donc on peut entreprendre justement pour de l'argent et que ça n'enlève pas en rien la valeur noble justement de ce projet. C'est très normal. Oui. Ibrahima, est-ce que vous auriez quelque chose à dire par rapport à cette vision de l'entrepreneuriat? Voilà, donc le fait de dire que si vous voulez entreprendre et que vous mettez l'argent devant, Agnès, si vous pouvez couper votre micro. Merci. C'est Khalil. Merci de couper vos micros. Allez, vous pouvez me s'il te plaît. L'enfant de tour. Allez. Allez. Khalil xanaa séeréer la. Ouais, c'est la kay. Si vous pouvez couper vos micros. Khalil, yo. C'est le président de toute France. Alors, je vais. Je vais couper ça. Voilà, c'est bon. Donc, je l'ai coupé moi-même, comme ça c'est plus simple. Donc, Ibrahima, on vous écoute. Alors, juste pour souligner ou pour éclaircir un point, juste pour vous dire que nous voulons tous devenir millionnaires. Nous voulons tous entreprendre pour remplir notre compte bancaire. Mais le fait de dire que si vous voulez entreprendre et que vous mettez l'argent devant, le fait de vous dire que si vous voulez entreprendre et que vous mettez l'argent devant, inutile d'entreprendre. Pourquoi? C'est tout simplement expliquer le point de vue de Babou. C'est-à-dire un entrepreneur, il doit d'abord se poser la question du why. Pourquoi? L'impact. Qu'est-ce que tu veux apporter comme valeur avant de passer à l'argent? L'argent viendra après. Sache que en connaissant le why, en ayant cet impact, c'est l'argent même qui viendra vers toi au lieu même d'aller le chercher. C'est pour cela, tout simplement cadrer les petits entrepreneurs qui veulent se lancer. Si vous avez en tête comme première idée, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir millionnaire, il ne faut pas entreprendre. Dites-vous d'abord que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je veux répondre à une demande. Je veux me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je veux impacter, je veux apporter quelle valeur et cette valeur même va se transformer en argent. Ayez cette réflexe. Alors Ibrahima, votre micro est muet peut-être. Vous l'avez coupé, je pense. On ne vous entend plus. Je disais que nous voulons tous devenir millionnaires. Ayez d'abord l'idée du why, de l'impact, et l'argent viendra même vers vous. Mais ne mettez jamais l'argent devant. C'est ce conseil que je peux donner aux petits entrepreneurs. C'est pour cela que je dis que chaque fois que vous voulez entreprendre et que vous dites que vous devez devenir millionnaire, sachez que vous avez déjà essayé. Non, parce que vous n'allez pas bien faire. On parle. Non, attends, je comprends ton idée, hein, je comprends absolument. Mais je pense qu'en revanche, que l'argent peut être une motivation de départ. Et c'est ce qui te motive en fait. Si là, tu testes des trucs, tu échoues. Tu te dis que dans tous les cas, peut-être d'ici 4 ans, je peux avoir ça comme bénéfice. Ben, tu restes en fait, tu pars pas. Pour moi, c'est une motivation, c'est la base. Genre. Sans ça, pour moi, après, t'as le droit de Je pense que je vais intervenir, si je me permets. Comme on dit, l'adresse dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça contribue. Donc, du coup, on peut se dire je vais apprendre pour être millionnaire. Mais pourquoi? Il ne faut pas juste se dire je vais apprendre pour être millionnaire. Parce qu'il y a des gens qui sont millionnaires et qui ne sont pas entrepreneurs. Donc, ce n'est pas l'entrepreneuriat qui est le seul moyen de devenir millionnaire. Et ce n'est pas la voie la plus facile non plus. Et en plus, ce que je dis, c'est qu'il y a tellement de challenges qui vous attendent sur votre parcours d'entrepreneur.
Si le but uniquement, c'est de devenir millionnaire, à un moment donné, vous allez laisser tomber. Parce que vous allez avoir tellement de galères que vous n'allez même pas savoir par où commencer. Non, je pense pas que... Non, je pense pas. Fou, non, je pense... Pour moi, le plus important déjà, c'est se dire, qu'est-ce que je veux impacter dans ce monde? Parce qu'il y a des millionnaires qui font du n'importe quoi dans ce monde. Ils font plus de dégâts que de bonnes actions. Quelles sont les bonnes actions que je veux mettre en place dans ce monde déjà? Mais au moins, ils sont millionnaires. Au moins, ils gagnent bien. Au moins. Merci beaucoup. Merci pour... Moi, je pense que là, on est en train de... Alors, il faudra pas qu'on cloisonne le sujet dans une philosophie de, par exemple, avoir de l'argent ou bien ne pas avoir de l'argent. Moi, je pense que ce qu'Ibrahim voulait dire, c'est les qualités, quoi. C'est-à-dire que les qualités d'un entrepreneur, ça doit pas être, par exemple, objectivement d'être millionnaire. Maintenant, ce que Adi aussi veut dire, moi, je le rejoins parfaitement parce que, par exemple, si vous prenez les 10 personnes les plus riches au monde, c'est des entrepreneurs. Si, par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est le classement actualisé ou non, il y a les Bill Gates, il y a les Jeff Bezos, il y a les Aliko Dangote. Tout ça, par exemple, si on les classe dans un premier temps, si on les classe en fonction, par exemple, de leur fortune. Donc, par exemple, l'obsession financière peut être une option pour entreprendre. Maintenant, au niveau du mindset, ça doit pas être, par exemple, ce qui va motiver exclusivement la personne. Maintenant, si je m'en tiens là, moi, je pense que du point de vue d'idée reçue, entreprendre, c'est essayer de mettre en œuvre un projet. On essaie de mettre en œuvre un projet. Maintenant, pour mettre en œuvre un projet, il faut un certain préalable. Dans un premier temps, le mindset. Entreprendre, c'est avoir d'abord un mindset entrepreneurial. Parce que le mindset de l'entrepreneur et le mindset d'une personne qui travaille au sein d'une administration publique, salariée, ce n'est pas le même mindset. Par exemple, si je donne un exemple très patent, tous les grands entrepreneurs, si on se réfère aux Américains, Bill Gates, ils ont commencé à bricoler dans les ateliers de leur maison. Si on prend les Sam Altman, si on prend par exemple, beaucoup d'entrepreneurs, même si on prend par exemple Babacar Ngom de Sedima, il a commencé à, par exemple, élever des poulets par-ci, élever des poulets par-ça. Donc, moi, je pense que le mindset pourrait être extrêmement important pour un entrepreneur. Maintenant, le mindset, ce n'est rien du tout que la capacité de résoudre des problèmes, c'est-à-dire d'apporter une solution par rapport à un problème. Maintenant, un problème qu'on choisit nous-mêmes ou bien un problème sur une niche d'opportunité sur laquelle on veut se positionner. Maintenant, après le mindset, il y a l'action parce que l'entrepreneuriat, c'est de l'action permanente. Il y a aussi ce qu'on appelle le bricolage entrepreneurial. Le bricolage entrepreneurial, c'est quoi? C'est que, par exemple, on entreprend, il y a plein d'obstacles devant nous. Les obstacles techniques, les obstacles financiers. Donc, un entrepreneur, il doit être un très bon bricoleur. C'est-à-dire, un bricoleur, c'est que quelqu'un qui a une idée dans sa tête et aussi qui est prêt à matérialiser cette idée et que quel que soit l'obstacle qui va se présenter devant lui, il va essayer de pallier cet obstacle pour avancer. Maintenant, je pense que la quatrième idée, ça doit être la prise de risque. Mais prise de risque calculée. Parce que, imaginez, l'homme naturellement a besoin de confort. Donc, l'homme, notre instinct naturel nous dit que, OK, c'est très risqué de planquer un CDI là-bas et de se mettre dans la voie de l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas une voie qui est sûre, ce n'est pas une voie, par exemple, qui nous promet que, par exemple, ça va aller ou bien ça ne va pas aller. Donc, le mindset de prise de risque est extrêmement important pour un entrepreneur. Maintenant, si je parle de prise de risque, je parle aussi de prise de risque bien calibrée et bien calculée. C'est-à-dire qu'on prend des risques, mais on prend des risques calculés. Donc, sur ce fait, moi, si je voulais résumer une idée reçue de l'entrepreneuriat, je parlerai d'abord de mindset. Maintenant, le mindset, ça doit être un mindset extrêmement ingénieux. Le mindset ingénieux, c'est la capacité à apporter des solutions par rapport à un problème bien déterminé. Maintenant aussi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit se mettre en action permanente parce que l'entrepreneur, il ne doit pas être inamovible. Il doit se mettre en action par-ci, par-là pour essayer de booster ou pour essayer de matérialiser son projet. Maintenant, il y a le bricolage entrepreneurial qui nous donne la faculté à essayer de bricoler par rapport aux moyens qu'on a. Parce qu'on a un projet, par exemple, qui coûte 10 millions de francs. OK, on n'a pas les 10 millions de francs. Donc, si
on peut faire quelque chose avec les 1 million pour les rentabiliser, ça pourra être bon le temps d'atteindre le montant qu'on voudra. Maintenant, en quatrième lieu, il faut aussi du prise de risque, maintenant, une prise de risque calculée, une prise de risque qui va se baser sur une bonne compréhension de notre écosystème, une bonne compréhension de notre secteur, une bonne compréhension du créneau sur lequel on voudra se lancer. Donc moi, je pense qu'avec avec les différentes interventions que les précédents intervenants ont dit, je pense qu'avec le mindset, les actions, le bricolage et la prise de risque calculée, on pourra devenir un bon entrepreneur. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba, pour vos réponses très variées et très riches aussi. Merci beaucoup à tous. Donc, selon vous, j'aurais compris de votre intervention, de votre réponse, que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un projet qu'on essaie de mettre en œuvre. C'est aussi un mindset qu'il faut adopter justement une capacité à résoudre des problèmes. C'est ce que vous définissez donc comme étant le mindset qu'il faut adopter. Et il faut aussi passer à l'action. C'est vrai que parfois, on a plein de projets dans notre tête, mais justement, le passage à l'action, c'est parfois extrêmement compliqué parce qu'on a plein de peurs, plein de peut-être d'idées reçues, hein, comme vous l'avez énuméré, ces idées reçues-là, et cela peut nous freiner parfois. Également, selon vous, c'est entreprendre, c'est une prise de risque calculée. Donc, j'aimerais juste que vous reveniez sur cette notion de prise de risque calculée parce qu'on l'entend parfois, prise de risque calculée, mais ça englobe quoi concrètement? Merci beaucoup. Si on parle de prise de risque calculée, un entrepreneur, il doit avoir une appétence du risque. Une appétence et un goût du risque. Moi, je me souviens à l'école d'entrepreneuriat, quand je faisais mon master en économie sociale et solidaire, j'étais encadré par le professeur Ahmadou Alimbaye de l'université Cheikh Anta Diop. Et on étudiait cette notion de prise de risque. Maintenant, si on parle de prise de risque, nous, on s'engage dans une aventure qu'on ne connaît pas. D'abord, il faut une prise de risque. Maintenant, la prise de risque, ça ne veut pas dire qu'on va se jeter, on vient directement se jeter sur l'eau. Il faudra procéder d'abord par des benchmarks extrêmement structurés. Si on parle de benchmark. C'est quoi le benchmark? Donc, le benchmark, c'est regarder les expériences qui ont été faites par rapport à un créneau, par rapport à un secteur ou bien par rapport à un projet. C'est-à-dire avoir un retour d'expérience sur quelque chose qui a été déjà fait. Je donne un exemple. Il y a une camarade qui nous parle, par exemple, je le félicite au passage, qui parle, par exemple, de la maîtrise d'une chaîne de valeur sur, je pense, le quinquilibre. Je ne maîtrise pas du bout des doigts son projet. Maintenant, avant, par exemple, au préalable, avant, par exemple, de commencer son projet, il aurait été extrêmement intéressant qu'elle parte voir, par exemple, les modèles qui ont été opérés par rapport à son modèle, ou bien les modèles qui ont été opérés et qui ressemblent à son modèle. Il y a une camarade qui nous parle d'un projet de, je pense, c'est Luma. Maintenant, Luma aussi, ça peut être, par exemple, il peut y avoir que, par exemple, ce projet a été, par exemple, réalisé aux États-Unis, en France ou bien autre part. Donc, là, on pourra y aller pour voir ce qui a été déjà fait. C'est ça qu'on appelle le benchmark. Benchmark, c'est-à-dire que on regarde ce qui a été déjà fait. Maintenant, après le benchmark, on pourra faire aussi ce qu'on appelle des expériences retour. Des retours sur expérience. Pourquoi retour sur expérience? Comme on le dit, donc, à chaque fois, si par exemple, il y a un projet qui a été déjà fait ou bien qui a été déjà réalisé, même par exemple, si on ne maîtrise pas le projet ou bien on ne connaît pas les promoteurs du projet, on pourra avoir quelque chose de ce qui a été fait. Aussi, on le voit même avec, par exemple, les secteurs du numérique. En ce moment, au Sénégal, numérique, la semaine passée, j'avais vu une mission de benchmarking au Togo qui était partie voir ce qui a été fait au Togo sur la question précise. Maintenant, ce benchmark et ces retours d'expérience pourront nous permettre de prendre des risques calculés parce qu'on y va dans une prise de risque, c'est-à-dire qu'on y va, on s'engage dans une aventure qu'on ne maîtrise pas. C'est pourquoi je rejoins Ibrahim Kamara quand il disait que l'entrepreneuriat, c'est une passion. Parce que si c'est une passion et qu'on s'engage sur l'aventure, s'il y a des contraintes ou bien s'il y a des montagnes,
ok, si on est passionné, on lâche pas l'affaire. Donc, si je peux résumer sur la prise de risque calculée, c'est qu'on s'engage dans une aventure qu'on ne maîtrise pas et c'est extrêmement bon de faire du benchmarking. Le benchmarking, c'est quoi? C'est regarder, par exemple, les projets similaires ou bien les pratiques similaires qui ont été faits auparavant pour pouvoir les reproduire ou bien éviter de faire des erreurs que les gens ont fait. Il y a en gros, le benchmarking, c'est de chercher des modèles. Non, des modèles similaires. D'accord. Des modèles similaires. Mais quel que soit alpha, quel que soit un modèle similaire, un modèle, on doit l'adapter parce que le contexte, l'écosystème sénégalais est différent de l'écosystème français. L'écosystème du Sénégal est différent de l'écosystème du Mali. Donc, le benchmarking, ça nous donne un certain nombre d'éléments d'information qui va nous permettre d'avoir une clairvoyance dans notre projet et de ce qu'on fera. Donc, le benchmark est extrêmement important pour la prise de risque calculée. Maintenant, dans un second temps, il faudra aussi procéder à des retours d'expérience. Des retours d'expérience. Par exemple, si je voulais entreprendre par rapport à l'agriculture, je pouvais contacter Sorna, je ne sais pas, je connais pas son, je pouvais contacter Sorna pour lui demander un certain nombre d'informations concernant la manière dont elle a appréhendé son projet, comment elle l'a abordé, quelles sont les études préalables qu'elle a fait, quelle est l'étude de faisabilité, quels sont les contrôles. Demander un certain nombre d'informations qui va me permettre après de pouvoir appréhender et aborder mon projet dans un contexte bien déterminé. Il ne faudra pas aussi oublier le contexte et l'écosystème. C'est extrêmement important. Si on peut avoir une excellente idée géniale qui marche aux États-Unis et qui ne marche pas au Sénégal, vice-versa. Donc, quel que soit alpha, il faut du benchmark, de la prise de risque calculée, des retours sur expérience. Mais en implémentant notre projet, il faudra comprendre notre environnement et notre écosystème. D'accord. Merci beaucoup, M. Ba, pour cette réponse très, très complète. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il faut faire du benchmarking, c'est-à-dire de chercher des modèles similaires et de s'informer. C'est vraiment dans un processus d'information. Il faut s'informer, si j'ai bien compris. Et donc, c'est ça qui va nous permettre derrière de prendre des risques qui soient des risques calculés. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse très, très complète. Maintenant, j'aurais donc une autre question. Selon vous, est-ce que les contraintes sont fondamentalement différentes justement entre la France et le Sénégal? Parce qu'il y a plein de jeunes qui sont ici en France et qui aimeraient entreprendre au Sénégal et parfois qui se heurtent à des réalités en fait auxquelles ils n'avaient jamais pensé ou qu'ils n'avaient pas imaginé. Il y en a qui sont restés en France pendant longtemps et qui, une fois, par exemple, qu'ils voudront investir ou encore entreprendre au Sénégal, ne parviennent pas forcément à comprendre que les réalités sont différentes et qu'il faut peut-être adapter son projet et justement être dans une dynamique de compréhension locale avant de se lancer. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette comparaison entre entreprendre au Sénégal et en France, et surtout pour les jeunes de la diaspora qui aimeraient entreprendre au Sénégal? Barou, si vous pouvez commencer. Oui, alors c'est une très très bonne question. En fait, l'environnement est déterminant pour l'entrepreneur. Donc le fait d'entreprendre en fait dans un écosystème sénégalais ne sera pas pareil que entreprendre dans un écosystème français, et encore plus complexe quand en fait on entreprend entre les deux. Pour moi, le plus important, c'est de commencer par étudier son écosystème. Quels sont aujourd'hui dans mon écosystème mes alliés? Donc ça, c'est très important de commencer par reconnaître ce qu'on appelle scanner son écosystème. Savoir que par exemple en France, quand je veux entreprendre, il y a des réseaux qui existent. Il y a la chambre de commerce qui existe. Donc je peux aller m'adresser à la chambre de commerce. La chambre de commerce c'est quoi concrètement? La chambre de commerce, en fait, ce qu'on appelle la CCI, la chambre de commerce et industrielle, en fait, ils sont là pour accompagner à la création d'entreprises. D'accord, donc ils aident les jeunes porteurs de projets. Exactement. Moi, personnellement, sur Luma, j'ai été énormément accompagnée par la chambre de commerce. De la structuration de l'idée, avant même de créer, on peut s'adresser à la chambre de commerce. Donc, dans l'Hérault, il y en a partout dans les départements.
en France, on peut s'adresser à la chambre de commerce, on vient en disant j'ai une idée. On peut même ne pas savoir exactement sa proposition de valeur, mais on peut dire moi j'ai une idée et voilà l'idée à ce stade-là, comment je la vois. Et il y a des conseillers, on appelle des conseillers à la création d'entreprise, qui sont dans les chambres de commerce, qui vont vous accompagner de la structuration jusqu'à la création. Ça veut dire en fait, en France, on est structuré de 0 à 3 ans, par exemple. Donc ça, il y a un accompagnement qui est spécifique parce que c'est une phase clé. Ensuite, quand on passe la phase 3, 4, 5, 6, on est accompagné par un autre organisme. Donc ça, il faut déjà comprendre cela, en fait. Donc, très intéressant. Juste une petite question, ça veut dire que par exemple, nous qui sommes ici, si demain on veut entreprendre, on peut justement aller vers la chambre de commerce. Et est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit, c'est un organisme public. Ils sont là pour accompagner les entrepreneurs. C'est dans leur mission d'accompagner les entrepreneurs parce que c'est quoi l'impact pour, en tout cas, un organisme public, que ce soit en France ou au Sénégal, c'est la création d'emplois. Donc, quand on parle d'entrepreneur, avant tout, c'est créer des emplois, créer un service qui permette d'aller recruter du personnel. Et ça a un impact local, ça a un impact économique. Donc, pour moi, c'est très important de ne pas rester seul, en fait. Quand on est entrepreneur, qu'on soit au Sénégal ou en France, c'est de ne pas rester seul. D'aller voir les réseaux qui existent. Les réseaux qui sont en capacité d'accompagner au stade où on est. Oui, des babous. Oui, alors du coup, la question c'est ça, c'est vraiment en fait connaître l'écosystème, quels sont les réseaux qui existent dans le pays où je veux entreprendre, quels sont les dispositifs, on va dire financiers, parce qu'aujourd'hui il y a des dispositifs qu'on peut aller chercher quand on est à la création, quand on a passé l'étape de la création, quand on est dans le scaling. Donc tout ça, il faut s'en renseigner. Pour moi, en fait, on n'est pas obligé de tout savoir pour entreprendre, mais on doit être en capacité d'apprendre au fur et à mesure. C'est très important, ce mindset de dire j'apprends. En fait, ce qui nous empêche d'atteindre le succès, c'est l'information qu'on n'a pas. Donc il faut aller chercher cette information-là. Fiable. C'est exactement ça. Allez chercher l'information fiable. Allez chercher le réseau qui va vous permettre de sauter de l'étape A à l'étape B, à l'étape C, ensuite à l'étape Z. Donc ça, c'est très important en fait, d'avoir ce recul-là, cette prise de hauteur-là pour pouvoir avancer parce qu'on va se lever un jour, les choses qu'on a prévues ne vont pas se réaliser. Il faut se le dire carrément. Votre prévisionnel ne sera pas ce que vous allez avoir sur le terrain. Le terrain va vous challenger. Le terrain va vous mettre KO. Maintenant, il faut être en capacité de redresser. Et quand je ne peux pas passer par la porte, je passe par la fenêtre. Quand la porte est fermée, la fenêtre est fermée, je fais un demi-tour et je reviens. C'est la réalité sur le terrain. Il faut moi, énormément, qui suis à la base salarié. J'étais salarié pendant une dizaine d'années. Donc, je n'ai jamais pensé à entreprendre dans ma vie. Ça, c'est la réalité. Mais un jour, je me suis levée et j'ai vu ce problème-là. Et ça m'a impacté personnellement, ça m'a frustrée. Et de cette frustration, j'ai dit, je veux entreprendre. C'est comme ça, en fait, qu'est né. Qu'est-ce qui vous a frustré concrètement? Qu'est-ce qui m'a frustré concrètement, c'est que quand je suis allée voir le roi Merlin, tout naïvement, en disant, je vais acheter des meubles et je veux l'envoyer à Dakar, ils m'ont dit, je ne livre pas à Dakar. Et juste le fait de me dire, OK, donc il y a une partie du monde, du fait qu'ils ne sont pas connectés au monde, on ne peut pas leur livrer à leur marchandise. Ça veut dire qu'il y a des Sénégalais qui veulent acheter des produits partout dans le monde et forcément après, c'est à eux de se débrouiller pour trouver une solution de livraison. Alors qu'il y a un Européen, un Américain, quand il achète, il n'a pas ce problème-là. Et cette frustration m'a dit que aujourd'hui, nous, Africains, on n'est pas connectés au reste du monde. On est le continent en 2050 qui sera le plus peuplé au monde. Une personne sur 4 sera africaine. Tout à fait. Aujourd'hui, on a énormément de problèmes chez nous. La digitalisation, pas que sur la logistique, mais sur énormément de choses, n'est pas mis en place. Par contre, on est le continent de jeunesse. On est le continent le plus jeune. Et cette jeunesse-là, cette technologie qui vient, moi je suis des télécoms. En France, on a fait des sauts technologies. On a fait la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Nous, en Afrique,
On fait 2G, 4G. On fait 0 connexion à la fibre. Ici, on a fait l'ADSL, on a fait la fibre. Aujourd'hui, ces sauts technologiques-là vont nous permettre d'attraper ce retard. Je vois. Donc, il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait un décalage à la base entre notre idée de base et justement les réalités. Oui. Et qu'aujourd'hui, on a pas mal de structures qui pourront nous accompagner dans notre démarche entrepreneuriale. Exactement. Très, très intéressant. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter par rapport à ce décalage-là entre les contraintes qu'on peut avoir au Sénégal et ici en France? Et j'avais aussi une question. Est-ce que justement, il y a, par exemple, ces structures-là comme la Chambre de commerce, est-ce qu'il y en a de ce genre justement au Sénégal? Ibrahima, Yawa, Monsieur Ba, si vous avez des choses à... Voilà, donc j'aimerais tout simplement déjà, pour répondre à votre question, il y a des structures qui accompagnent des entrepreneurs. En termes de structuration, en termes d'accompagnement financier, quand on parle de structuration, il y a l'ADN-PME. Donc, par exemple, quand vous êtes entrepreneur, l'ADN-PME, je ne sais pas si vous avez ADN-PME. Vous pouvez faire quelques recherches sur Google, vous verrez ADN-PME. Ça sert à quoi? Ça sert à accompagner les entrepreneurs dans la structuration de leurs projets. D'accord. Ils ont la possibilité également de mettre à votre disposition des consultants, des experts qui pourront vous donner, par exemple, un coup de fil, qui pourront vous accompagner si vous voulez, comment dirais-je, avoir des outils en marketing, si vous voulez avoir des outils en comptabilité. Eux, ils mettront à votre disposition des experts et ça sera pris en charge par eux. 75% sera pris en charge par eux. C'est trop bien. Oui. Donc, peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas cette information. L'ADN-PME accompagne les entrepreneurs dans la structuration de leurs projets en vous mettant en relation, en contact avec des experts. Des plans financiers, il faut prendre en charge à hauteur de 75%. Voilà. Donc là également, les structures d'accompagnement sont un peu partout. Il y a l'ADER également qui accompagne financièrement, l'ADN-PME à côté. Donc, moi, j'aimerais tout simplement rajouter quelque chose. En termes d'environnement, que ce soit l'entrepreneuriat en France ou au Sénégal, donc c'est vrai que également que l'environnement c'est très important. Mais à côté de cet environnement également, il y a également ce mindset. Sachez que vous soyez au Sénégal, en France, il y a des choses, des éléments que tout entrepreneur doit avoir. Avoir cette capacité de réseautage. Il ne faut pas sentir que vous soyez au Sénégal ou en France, que vous entreprenez au Sénégal ou en France, il faut s'ouvrir, réseauter, aller vers l'information, ce que disait tantôt le best marketing, aller vers l'information. Il faut s'ouvrir. Mais comment on s'y prend concrètement? Parce que oui, par exemple, c'est bien beau de dire, par exemple, qu'il faut réseauter, mais justement, comment s'y prendre? Parce que généralement, ce qui pose problème, c'est le comment. Comment s'y prendre pour réseauter? Voilà, donc c'est vrai que le résultat également, ça demande certaines capacités. Il y a des gens qui forment même, qui organisent même des sessions de formation. Comment réseauter? C'est vrai que c'est, ouais. Voilà, donc moi, je vais tout simplement vous donner quelques astuces. Le résultat, c'est très simple. Étant même étudiant, c'est l'occasion de réseauter. Avant de préparer, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, étant même étudiant, c'est l'occasion de réseauter. Par exemple, il peut y avoir des conférences, des séminaires, des rencontres de gauche à droite, des événements. Vous partez, vous vous présentez, vous rencontrez vous pouvez avoir la chance de rencontrer un millionnaire, vous pouvez avoir la chance de rencontrer un grand entrepreneur. Vous vous présentez, bonjour, je m'appelle M. Yad, je suis étudiant telle chose, je suis passionné par l'entrepreneuriat digital, là, je suis en train de suivre mes études, mais j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat dans 2 ans, 1 an. Là, la personne même qui est en face de vous donne, il a même cette envie de vous écouter. Donc, le résultat, c'est comme ça que ça se fait. Les donc, événements, il faut bouger. C'est pour cela, à chaque fois, c'est malheureusement les étudiants qui sont au Sénégal, à chaque fois que j'anime des sections de formation comme ça, je dis que ne restez pas au niveau de vos campus scolaires, attendre la fin de vos formations pour trouver des opportunités. Il ne faut pas s'enfermer, il faut sortir. C'est vrai qu'on n'y pense pas parfois.
Ouais, il faut surtout. L'information maintenant circule partout. Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on peut savoir qu'il y a telle chose, telle rencontre, telle rencontre. Donc, si ces rencontres, bien vrai que je ne vous dis pas de courir partout, mais si ces rencontres, ces événements répondent un tout petit peu à vous, à votre projet personnel ou professionnel, et que vous pensez pouvoir rencontrer quelqu'un qui, dans l'avenir, pourra vous accompagner, ne serait-ce conseil, allez-y. Échanger, discuter avec lui, prendre contact avec lui, construire ce réseau d'abord, mais bien sûr, il faudra nourrir ce réseau. Quand on parle de résultats, on ne dit pas que bon, j'ai l'email de Moussa Yad, je le garde dans ma base de données, j'attends jusqu'à dans 2 ans, 3 ans, quand j'aurai tel projet, je vais essayer de l'envoyer un mail. Moussa Yad, vous vous rappelez, on s'était rencontrés? Non. Et peut-être même la personne l'a oublié. Voilà, donc il faut nourrir ce réseau. Et comment s'y prendre pour nourrir ce réseau-là? Déjà, je vous donne quelques astuces. Si vous connaissez la personne, vous vous êtes rencontrés lors d'un événement, la personne vous a donné sa carte de visite. Sur les cartes de visite, d'habitude, il y a Facebook et LinkedIn. Votre premier réflexe, s'il y a LinkedIn, allez-y se connecter à cette personne. Virtuellement, allez-y se connecter. L'ajouter, il faudra suivre cette personne. Interagissez sur ses publications. L'enregistrement est en cours. De temps en temps, lui envoyer des messages de bonjour. S'il y a des événements, lui envoyer des divinity. C'est vrai que c'est... Ouais. Oui, c'est ça. Lui envoyer des divinity. Après, la personne même, comment dirais-je, ça sera, il va mémoriser un petit peu votre personne, votre image en tête. Et là, ça se nourrit. C'est comme ça que ça se nourrit. Voilà, donc n'attendez pas également jusqu'au dernier moment pour dire que Moussa Yad, alors vous vous souvenez, on s'était rencontré telle chose, j'aurais besoin de votre conseil dans tel domaine, pourquoi? Parce que j'aimerais entreprendre. Il faut que je lui dise que je ne me connais pas. Donc réseauter, bouger, il ne faudra pas se fermer, il faut s'ouvrir. Même quand vous venez en vacances, vous qui êtes en France, quand vous venez en vacances au Sénégal, allez-y, il ne faudra pas aller dans les plages, les restos, non, il faudra des étapes également, des moments pour construire votre projet entrepreneurial, si vous avez des projets entrepreneuriaux. Fixez des rendez-vous, prenez rendez-vous, rencontrez des entrepreneurs, assistez aux événements. C'est comme ça, étape, c'est un process. Comme disait Babou, c'est un process. C'est un process. Voilà, donc je vais juste me tenir sur ce point. Très, très, très intéressant. Merci pour tous ces conseils, Ibrahima. Merci beaucoup. Donc, on aura compris qu'il faut justement chercher un réseau. Et pour avoir ce réseau-là, il faut assister à des événements. Et il ne suffit pas juste aussi d'avoir un réseau, mais il faut entretenir ces réseaux. Et c'est justement par des messages, par tout un tas de choses. Donc, merci pour tous ces conseils. Yawa, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, monsieur Ba, si vous auriez des choses à ajouter? Bon, je pense que la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que, je dirais déjà qu'on a déjà la chance de se retrouver nous tous parce qu'on est à des stades d'entrepreneuriat, je ne sais pas, différents. Comme j'ai dit, c'est récemment que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais moi, ce que je trouve, c'est que si on n'a pas l'identité, nous qui sommes là, en France, si on ne trouve pas notre identité, je pense que ce sera très, très difficile un peu d'entreprendre. Dans la mesure où... Qu'est-ce que vous appelez identité? Identité, c'est... En fait, on est entre deux mondes. C'est-à-dire, il y a, par exemple, la tradition, ce que nous laissons au Sénégal, et il y a la modernité, il y a l'ouverture. Et donc, si on veut faire... En fait, notre projet doit être en soi un pont entre le Sénégal et peut-être la diaspora. Je pense que c'est ça, en quelque sorte, notre richesse pour nous qui sommes ici. Je m'explique un peu. Moi, je veux être dans le marché des boissons, par exemple. Il y a pas mal d'innovations qui existent ici en France. On dit même que c'est bouché, c'est saturé. Et je pense que ce n'est même pas le cas au Sénégal. Donc, je pense que ce sera plus facile, et je pèse un peu mes mots, d'entreprendre dans les boissons au Sénégal qu'ici en France. Je pense que peut-être parce que les consommateurs se tournent vers plusieurs types de produits. Déjà, les rayons sont blindés. Des fois, la question que je me pose, c'est est-ce que si même je
propose ma boisson, est-ce que j'aurai une place? Et je pense que pour trouver cette place, il faudra que je trouve mon identité pour savoir qui je suis et faire parler peut-être à mon produit l'identité du Sénégal, genre, à quelque chose, que ce soit sur le storytelling, que ce soit sur le packaging, mettre en avant cela, peut-être c'est ça qui pourra m'aider. Mais de l'autre côté, on voit que au Sénégal, l'entrepreneuriat est plus axé vers l'e-commerce. Et donc, on a une grande partie de l'économie qui est informelle pour la plupart. Et donc, ça crée un immense champ d'opportunités qu'on doit structurer, qu'on doit professionnaliser, qu'on doit faire monter à gain. C'est la raison pour laquelle je dis que ce sera peut-être pour moi plus facile d'entreprendre au Sénégal qu'ici, parce qu'ici, vraiment, c'est pas du tout évident. Il faut savoir que dans mon cas, qui est les produits alimentaires, bah, il y a une forte demande en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal. C'est tiré un peu par tout ce qui est urbanisation, la démographie. Et donc, on a une grande part de marché qui reste à explorer et qu'on n'exploite pas convenablement. Donc, il y a ce tiraillement. Des fois, je me pose des questions. C'est pourquoi je dis que c'est intéressant pour moi d'être là parce qu'il y a des différents niveaux d'entrepreneuriat. Peut-être il y aura des informations que moi-même je pourrais tirer ici qui pourra m'aider à mieux structurer mon projet pour trouver cette identité-là que je cherche, que je dois mettre en avant pour savoir que oui, le quinquilibre, ça vient du Sénégal. Oui, ça a des impacts directs parce que c'est eux qui cultivent. Mais puisque je veux avoir cette ouverture à l'international, il y a quelque chose qui m'attend ici en France. Je ne sais pas si un peu vous comprenez. Oui, il y a un dilemme qui m'attend, mais aussi une richesse derrière aussi. Donc, voilà un peu moi où j'en suis actuellement, si je peux dire. Donc, c'est entre l'ouverture et l'identité, justement. Exactement, oui. Je vois. Donc, si j'ai bien compris, il faut chercher justement les localités ou encore les lieux de façon générale où notre projet sera plus à même justement de fleurir et de décoller. Exactement. Et le risque que nous avons, c'est par exemple, je ne sais pas si vers Montpellier si c'est le cas, ils commencent à s'approprier nos produits, comme le bissap. Là, même ici à Lyon, dans les bars, entre guillemets, tu passes, tu vois, bissap plus vodka, plus bissap plus bière, etc. Donc, ils commencent à mettre en place des barrières pour que eux-mêmes ils puissent commencer à cultiver le bissap pour s'approprier à la fin l'utilité et dire que c'est eux qui ont mis ça en place, eux qui ont fait ça, et donc structurer une filière de A à Z que nous-mêmes au Sénégal, nous n'avons pas. Une filière bien structurée pour dire que on cultive le bissap, oui, mais on transforme en ceci, en cela, en cela, donc une filière que nous ne faisons pas. Donc, ils voient nos failles et c'est eux qui l'adoptent. Et après, derrière, nous achetons des produits chez eux. Je pense qu'il y a, je sais pas, il y a des freins, je dirais, parce que même si on voit les filières qui peuvent des structures qui peuvent nous accompagner, derrière aussi, ils peuvent les reprendre chez nous et après l'adopter. Donc, du coup, quelle serait la solution dans ce cas? Je pense que je peux intervenir. Oui. Je pense que Yahoo, en fait, est confronté à un dilemme. Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais ce que je peux partager. Mamadou, tu peux couper le micro. C'est bon, normalement. Je vais juste... on ne vous entend pas alors. Votre micro est coupé des babous. J'ai l'impression que, en fait, en coupant un micro, vous faites couper. Oui, peut-être. Je pense que... Je disais que, en fait, ce que tu poses comme question, c'est un vrai sujet. Est-ce que je reste en France et j'entreprends ou carrément, est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller au Sénégal, à me baser là-bas? Moi, je pense qu'on peut entreprendre, en fait, en France. Commencer, déjà. On peut commencer son projet en France. La structurer. Créer vraiment, en fait, une entreprise de droit français. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, je pense, quoi qu'il en soit, il faudra être sur place.
au Sénégal. Il faudra créer quelque chose là-bas au Sénégal. Ça peut être une filiale, ça peut être une entreprise indépendante, mais physiquement, il faudra être sur place. Pourquoi? Les lois même sénégalaises pour encourager à ça, ce qu'on appelle le consommé local. À un moment donné, aujourd'hui, il y a des lois qui, vraiment, en fait, on rentre dans le marché, on gagne des marchés, des appels d'offres, uniquement si la structure, elle est sénégalaise. Donc ça, il faut se le dire carrément. Il y a énormément d'entreprises françaises qui, aujourd'hui, quand ils vont au Sénégal, la première chose qu'ils font, ils créent une filiale. Ou bien ils créent une entreprise de droit sénégalais. Donc ça, il faut déjà se le garder dans la tête. On peut ne pas le faire tout de suite au démarrage parce que gérer deux structures à la fois français, à la fois sénégalais, ça peut être encore plus compliqué. Mais dans le prolongement, dans la roadmap de son projet, c'est de dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je devrais avoir mon structure en tout cas ma structure sénégalaise. Donc ça, je pense que ça peut aussi répondre à ces questionnements. Après, il faut se dire aussi que nos produits, comme vous le dites, le bissap, le quinquiliba, c'est des produits que les Européens aimeraient avoir parce qu'on sait que c'est des produits de bonne qualité. C'est différent des produits qu'on a dans les grandes surfaces qui sont en tout cas bourrés d'additifs, qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Maintenant, la prise de conscience européenne, elle est de dire qu'il y a des produits africains qu'on pourrait avoir dans nos supermarchés ou dans nos magasins. Et nous, aujourd'hui, ça doit nous faire réfléchir, c'est disant qu'on connaît les valeurs de ces produits-là. On va mettre en place une chaîne, une structuration en tout cas, export qui permet d'amener le produit de qualité ici en Europe. Et ça, c'est une des missions de l'OUMA. Parce que dans le domaine agricole, il y a énormément de gaspillage, il y a énormément de pertes post-agricoles qu'aujourd'hui, qu'on pourrait favoriser. Il y a des organismes au Sénégal, la CEPEX, qui est là pour accompagner l'export de fruits et légumes. Il faut quand même se dire que c'est pas, en fait, c'est compatible avec ce que tu veux faire en tout cas à Awa. Aujourd'hui, tu veux créer ta structure ici en France. On va dire la matière première vient du Sénégal. Mais il faut que juste en fait de définir la proposition de valeur. C'est ça qui va être identité pour moi. Pourquoi? C'est quoi ma proposition de valeur? Qu'est-ce que je veux à l'écosystème français? Qu'est-ce que l'écosystème sénégalais va m'apporter dans mon projet? Et une fois que tu auras défini ça, ça va être plus clair. Eva, est-ce que vous pouvez juste couper votre micro? Sinon, je m'en occupe. Alors, donc, si j'ai bien compris, il faut vraiment comprendre l'écosystème, en fait, entrepreneurial. Et si on construit, par exemple, notre entreprise en France, ça peut être aussi dans un autre pays, on peut tout de même créer des filiales, par exemple, au Sénégal, pour bénéficier de financement et de tout ce qui va dans ce sens, si j'ai très bien compris. Monsieur Ba, est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter par rapport à cette question? Maintenant, par rapport à la question, je rejoins parfaitement l'ensemble des intervenants sur la compréhension et la maîtrise de l'écosystème. Maintenant, il faut comprendre et maîtriser son écosystème. Maintenant, si c'est au Sénégal, comme la Chambre de commerce de Paris, la Chambre de commerce aussi, les chambres de commerce régionales, parce que dans les régions, il y a les chambres de commerce, on peut créer son entreprise à partir de là-bas. Moi, je l'ai fait avec des personnes à la Chambre de commerce de Kaolack. Je l'ai fait aussi avec la Chambre de commerce de Dakar. Maintenant aussi, on peut créer son entreprise aussi au niveau de l'APIX, l'agence de promotion des investissements. La création, c'est 48 heures, pratiquement. Maintenant aussi, il y a, au-delà de l'écosystème, il y a une maîtrise de l'environnement culturel. Parce que aussi, c'est des cultures différentes, c'est des configurations différentes. Il faut essayer de maîtriser plusieurs critères. Les critères économiques, les critères financiers, les critères d'investissement. Et puis aussi chercher à avoir l'information officielle. Et puis les informations officielles, on peut les avoir au niveau des structures-là que je viens de citer. Maintenant, concernant le réseautage peut se faire via des salons. Il y a les salons nationaux et les salons internationaux.
En France, vous voyez qu'il y a beaucoup de salons, le salon de l'agriculture, le salon du boucher, au niveau de Versailles, au niveau de Versailles, au niveau de Villepinte, c'est un lieu où on organise des salons sur des secteurs différents. Donc, si on est intéressé par un secteur ou bien par un créneau spécifique, on peut se fier au salon. Maintenant, il y a aussi les foires. Il y a aussi les foires. Au niveau des foires aussi, par exemple, il y a les foires de l'élevage, de l'agriculture, des foires dédiées à certains créneaux entrepreneuriaux. On peut faire du réseautage au niveau des foires. Maintenant, il y a aussi les forums. À travers aussi des forums, on peut faire aussi du réseautage. Donc, je pense que le réseautage est extrêmement important. Et puis, ça rejoint un peu ce que je disais en termes de mindset et en termes d'action. C'est-à-dire que tout le temps, l'entrepreneur, c'est celui qui a un mindset de vouloir progresser dans son projet, mais aussi qui est dans une action permanente. Maintenant, le réseautage, il est beau, mais aussi, il faudra savoir entretenir son réseau. Comme le disait Ibrahim tout à l'heure, il faut entretenir son réseau. Maintenant, l'entretien aussi, des fois, c'est d'ordre culturel. Ibrahim disait que, par exemple, tu lui fais, par exemple, un bon Ndogu, un bon Ramadan. C'est le contexte sénégalais. Maintenant, si tu viens au niveau du contexte français, c'est autre chose. Si tu pars au niveau du contexte américain, c'est autre chose. Donc, tout le temps, il faudra aussi comprendre son contexte et son environnement. La compréhension du contexte et de l'environnement pourra permettre et pourra faciliter le déploiement. Maintenant, une dernière fenêtre de tir concernant l'interrogation de l'entrepreneur débutant. Moi, je voudrais que, par exemple, tu te mettes dans la tête que l'entrepreneuriat, c'est une question de mindset. La question de mindset, c'est pas que Moucheba a eu 12 ans d'expérience ou bien Madame a eu 4 ans d'expérience. Moi, je pense que ça n'existe pas. Je donne un exemple très patent. Vous voyez l'entrepreneur d'OpenAI, Sam Altman. J'ai écouté un de ses interviews où il disait que ChatGPT, ils avaient le modèle de ChatGPT depuis 2016. Maintenant, quand ils lançaient le modèle de ChatGPT 2016-2017, ça n'avait pas pris de boom. Maintenant, quand ils pensaient que ChatGPT allait faire un boom international, ça ne l'a pas fait. Il a fallu en 2022 pour que ChatGPT fasse le boom. Donc, ça dit que des fois, l'effet boom vient au moment où, par exemple, on ne l'attend pas. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se cloisonner derrière, par exemple, que je viens de débuter. Non, tu viens de débuter, mais il n'y a pas de problème. Tu as un projet bien structuré. Tu as étudié ton projet. Moi, ce que je te conseille, c'est de positionner dans un créneau intéressant. Et puis aussi, tout à l'heure, j'ai entendu dans tes propos parler d'écosystème et de chaîne de valeur. Des fois, les histoires de chaîne de valeur, ce que tu disais là, c'est de l'autre domaine. C'est-à-dire que là, ça ressort du domaine, par exemple, des pouvoirs publics. Parce que ce sont les pouvoirs publics qui ont la capacité d'organiser toute une chaîne de valeur. Maintenant, toi, dans ton projet, moi, je te conseille de te positionner sur le créneau de ton projet. Ne pas, par exemple, s'intéresser sur la chaîne de valeur. Parce que la chaîne de valeur, c'est énorme. Et puis aussi, les Blancs, s'agissant ils ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup d'outils, ils sont extrêmement avancés sur le sujet par rapport à toi. Donc, par exemple, toi, ne vois pas le sujet sous cet angle. Vois le sujet sous l'angle de ton créneau, le créneau que tu fais. En plus aussi, la proposition de valeur et ton cible, c'est-à-dire en termes de marché. C'est-à-dire que toi, ton marché, tu cibles qui? Parce que aussi, vous savez, la force de l'entrepreneuriat, c'est bon de dire, mais l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que d'avoir un business model, c'est-à-dire comment produire et comment vendre. C'est ça la finalité, comment produire et comment vendre. Maintenant, mets-toi dans la tête la manière dont tu vas produire et tu vas vendre. Parce que c'est juste ça, la production et la vente. Donc, ne te cloisonne pas dans des idées reçues en termes d'expérience. Il n'y a pas une personne qui a commencé hier et une personne qui a commencé il y a 20 ans. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très structuré et se positionner sur un créneau porteur en identifiant tes cibles et puis aussi en ayant un modèle économique de proposition de valeur, comment produire, comment tu vends et puis aussi comment tu vas développer ton business. En plus aussi, il y a aussi les conseils à savoir sur le scaling.
au fil des années, là, tu viens de débuter, tu commences à poser des jalons. Maintenant, au fil du temps, tu étends tes tentacules au Sénégal, au Mali et comme tu le voudras. Mais n'aie pas de peur. Un entrepreneur ne doit pas avoir peur. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé du risque calculé. Très, très, très intéressant. Tout ça, donc, alors, Diallo, est-ce que vous... Parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Ba, pour tous ces éclaircissements. Très, très intéressant. Donc, selon vous, il faut vraiment se concentrer, enfin, c'est plus dans la logique de ce que vous conseillez à Yawa, donc dans la production et dans la vente. Et par rapport au réseautage, justement, il faut aller dans les salons, les foires, les forums et se mettre aussi dans le bon mindset qu'il faut et pas se dire tout simplement que je débute et que je vaux moins qu'un autre entrepreneur. Selon vous, ce qui compte, c'est véritablement et avant tout le mindset entrepreneurial. Merci pour tous ces éclaircissements. Et une fois donc ces idées clarifiées, maintenant intéressons-nous justement aux opportunités réelles justement d'entrepreneuriat aujourd'hui, que ce soit au Sénégal ou en France ou entre le Sénégal et la France. Donc, dans cette logique, j'aimerais savoir justement, selon vous, quel secteur aujourd'hui est justement porte plutôt le plus de potentiel entrepreneurial. Si vous deviez conseiller au public, à nous, qu'est-ce que vous nous conseillerez justement aujourd'hui si on veut entreprendre par rapport au secteur? Je vais prendre la parole, s'il vous plaît, s'il n'y a pas quelqu'un, parce que je ne veux pas aussi être... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir déjà sur la question des opportunités entrepreneuriales aujourd'hui? C'est juste l'idée, c'est vraiment de balayer un petit peu le paysage entrepreneurial existant pour nous permettre d'être plus à même, en fait, de choisir selon nos aspirations personnelles et selon, justement, notre ambition, tout simplement. Alors, moi, je peux intervenir, mais rapidement. Comme ça, je laisserai la parole aux autres aussi. En fait, je pense que déjà, pour répondre à la question, pour moi, en fait, il faut déjà se poser la question à soi-même en disant qu'est-ce que je veux avoir comme impact, quel problème je veux résoudre en fait, déjà. Donc, c'est déjà une première étape de se poser la question personnellement. Et après, du coup, de ce questionnement, on va se dire, il y a des secteurs. Il y a énormément de secteurs au Sénégal. On a l'agriculture, on a l'agro, on a la transformation agricole, qui est aujourd'hui un secteur stratégique, carrément, pour le Sénégal et pour la diaspora. Donc, énormément de choses qu'on peut aller chercher là-bas. Il y a toute la partie digitalisation, la partie logistique. Aujourd'hui, carrément, c'est des freins. Énormément d'entrepreneurs, une fois qu'ils ont leurs produits, ils ont besoin de solutions logistiques. Sans logistique, il n'y a pas de commerce international. Et aujourd'hui, carrément, l'Afrique est enclavée, le Sénégal est enclavé. Donc ça, c'est un secteur qui est un secteur où il y a énormément de débouchés. Il y a la santé. Il y a énormément de choses qu'on peut faire sur la santé. Aujourd'hui, il y a des Doctolib partout. On a des Doctolib, on a des trucs qui nous facilitent la vie. Il y a énormément de choses qu'on peut faire aussi au Sénégal. Donc pour moi, il y a l'économie créative et culturelle, il y a le conseil, il y a la formation. C'est aussi un secteur pour moi qui est hyper intéressant parce qu'il y a énormément en tout cas de formation à déployer au Sénégal au niveau des entrepreneurs. Il y a l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, carrément, être accompagné, être formé, il y a énormément de facettes. On est entrepreneur. On fait du tout au départ. On n'a pas de salarié. On est notre propre marketeur, on est notre propre expert comptable, on est notre propre... Donc tout ça, il faut aller chercher les compétences. Donc il faut se former, et s'auto-former tout le temps. Donc je dirais en fait de façon plutôt, on va dire, résumée, plutôt ces secteurs. Donc, selon vous, on peut se lancer aujourd'hui dans l'agriculture et vous avez cité beaucoup de secteurs comme la santé aussi, mais par exemple dans l'agriculture, je sais que le secteur primaire, ça intéresse aujourd'hui de plus en plus de monde, d'autant plus qu'au Sénégal, on est quand même une population jeune
la richesse de mon pays, c'est avant tout la jeunesse. Et justement, parlant d'agriculture, par exemple, là, ça on parlait d'agriculture, nous, on a une vision, on a un aperçu en fait de l'agriculture. Mais qu'est-ce que concrètement on peut, par exemple, cultiver? Enfin, je sais que vous, peut-être vous n'êtes pas exactement dans le domaine, mais si vous auriez des idées de ce qu'on peut cultiver et de comment s'y prendre, justement, enfin, si vous auriez des idées par rapport à ça. Ok. Alors, je vais répondre à la question, mais je vais répondre à la question dans l'optique d'un agriculteur qui va tourner en fait, sa production à la fois sur le marché national, mais aussi sur le marché international. Je vais répondre dans ce sens-là. Pourquoi? Vous allez comprendre. Aujourd'hui, il y a des produits, je vais citer un exemple, la mangue. Moi, quand j'étais au Sénégal au mois de juillet, en fait, c'était la période des mangues. Et donc, la mangue, en fait, il y a énormément d'exports parce qu'on sait qu'on ne peut pas consommer toute la production de mangue au Sénégal. Moi, je vois des agriculteurs qui sont obligés d'enterrer leurs mangues parce qu'ils ne peuvent pas les couler. Et ouais, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, notamment phytosanitaires, sur la mangue. Et moi, quand j'étais au Sénégal au mois de juillet, il y a eu un arrêté qui interdisait l'export de mangue parce que tellement il y avait des problématiques de mouches dans la mangue du Sénégal. Donc, ça veut dire que les mangues qui arrivaient à Roissy, ils étaient tous détruits à la charge de l'exportateur. Donc, déjà, il y a un premier problème sur la mangue. Donc, pour moi, il y a énormément de travail pour travailler et structurer, en tout cas, une filière d'export pour la mangue. Donc, si j'ai un conseil à un agriculteur, je vais lui dire, bah, va faire de la mangue. Par contre, fais-toi accompagner de telle sorte que ta mangue soit exportable. Parce qu'ici, en France, la mangue, ça coûte une pièce à peu près 3 euros. Et souvent, c'est made in Costa Rica. Il y a peu de mangues qu'on voit qui viennent du Sénégal en masse, ici en Europe. Pourquoi je dis en fait ça? Parce qu'il y a des accords aujourd'hui entre l'Union européenne. Ce qui fait que quand on exporte déjà une grosse partie de ces productions en Europe, on ne paye pas de droits de douane ici en Europe, déjà, pour la partie agricole. Donc ça, c'est une incitation à produire, à exporter une grosse partie. Il y en a qui le font aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier sujet. Et pareil, au Sénégal, il y a aussi des incitations sur le fait que si on exporte 80% de sa production, on est exonéré, en tout cas, on a des privilèges en termes d'impôts. Donc ça, c'est vachement important à savoir quand on est jeune, on a envie de se lancer dans l'agriculture, de se dire quels sont les dispositifs pour moi, si je vends ma production à l'étranger, si je vends ma production au niveau local, et en même temps se mettre on va dire, dans une structuration de travailler dans ce sens-là. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Ndeiba. Les autres, est-ce que vous auriez des idées par rapport justement à ces opportunités-là qui s'offrent à nous aujourd'hui? Nous qui sommes justement, que ce soit ici en France ou au Sénégal, ou entre la France et le Sénégal. Et que nous posons justement cette question de l'entrepreneuriat. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que Babo a dit. Déjà, avant de parler des domaines, moi, je dirais la personne en elle-même. Pas simplement se former, mais essayer d'être dans la peau de cette personne qu'on veut être dans le futur du moins. Genre faire un travail sur soi, beaucoup lire, essayer de découvrir et essayer de se connaître. Et déjà dans l'agriculture, si j'avais un conseil à donner, parce que c'est ce que j'ai appris au Sénégal, pour débuter peut-être avec le piment, pour commencer, ça ne demande pas beaucoup. Mais à la fin, si c'est bien suivi, bien récolté, on peut grave bien s'en sortir. Donc les domaines à conseiller, le 1, ce sera l'agriculture et l'agroalimentaire, notamment la transition et transformation alimentaire, parce qu'on a déjà beaucoup de produits naturels et locaux. Donc c'est à nous de les transformer, c'est à nous de les valoriser, de les mettre en avant, pour que même si ça a cette notoriété déjà au Sénégal, je pense que ce sera plus facile de l'amener aussi à l'international. Ensuite, moi, je dirais les services, parce que je pense que les services et tout ce qui est numérique, moi, ce sera mon top 2 et top 3, ce sera tout ce qui est énergie renouvelable et climat, parce que c'est ça qui est l'avenir. Surtout si on voit un peu les ODD, les objectifs qui existent dans le monde. Je pense qu'en 3, on peut dire énergie renouvelable et climat. C'est ça que je dirais.
Très intéressant. Vous avez parlé du numérique. Enfin, on a tous une idée de ce qu'est le numérique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait lancer justement dans ce domaine? Vous avez parlé notamment aussi des ODD, enfin les 17 ODD de l'ONU, mais justement, nous en tant que futurs entrepreneurs, en tant que peut-être étudiants, en tant que professionnels, enfin ici en France, qu'est-ce qu'on peut concrètement lancer dans ces différents domaines? Déjà pour le numérique, bah déjà l'agriculture, on peut numériser l'agriculture, ça serait, il y en a qui commencent déjà, mais ça serait pas mal de mettre en place des applications ou bien des plateformes pour un peu, pourquoi pas connecter les agriculteurs au marché parce que, comme dit Babou, par exemple, si on prend la filière mangue, il y a pas mal de pertes après récolte qu'on remarque, que ce soit pour la mangue, les pommes de terre ou l'oignon, on perd beaucoup plus qu'on en vende. Du coup, peut-être pourquoi pas mettre en place des applications ou des plateformes qui vont connecter les agriculteurs, où qu'ils soient, aux acteurs locaux, les acheteurs en gros, en détail, peu importe, ça pourrait permettre un peu de réduire, par exemple, les pertes qu'on a après les récoltes. Pour la santé aussi, pourquoi pas moderniser les choses. Elle a parlé de Docteur Libre. C'est une plateforme qui connecte et les docteurs aux patients. Donc, eux-mêmes, ils vont aller prendre directement des rendez-vous. Pas besoin de faire des longues files d'attente pour voir un médecin et tout. Donc, on peut faire pareil pour tout type de secteur, l'éducation, le commerce, etc. Donc, pour ce qui est des EDD, bah, déjà le fait de parler de santé et d'agriculture, on coche déjà des cases d'EDD. Et aussi, le fait de travailler sur ces domaines, ça facilite certains financements. Je parle sous l'approbation des autres. Donc, ce sont des moyens d'accélérer des financements et voilà, d'être reconnu un peu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, très bien. Là, c'est très clair. Merci. Donc, on peut, par exemple, créer des plateformes qui connectent un petit peu agriculteurs et consommateurs. Et on peut aussi, par exemple, mettre en place, dans cette logique aussi du numérique, des plateformes comme Doctolib, justement, pour pouvoir connecter patients et médecins. Tout ça, donc, c'est des opportunités qui sont très concrètes et qu'on peut lancer justement. Il y aura, je vais souligner que tout ceci s'inscrit dans une série de panels et justement vous aurez un autre panel justement de ce genre sur la structuration d'un projet et donc pour le public si ça peut vous rassurer. Ibrahima, Monsieur Ba, si vous auriez des choses à rajouter par rapport à ces opportunités, juste de façon globale, de façon ramassée peut-être, parce que là, il y a le temps qui nous rattrape. Donc, si vous auriez des choses à rajouter. Voilà, très bien. Donc, je pense bien que Baou et Yahawa, ils ont pu énumérer par rapport à certains points de des secteurs que les gens, les petits entrepreneurs peuvent cibler. Notamment, il y a le digital, le numérique, que tout le monde connaît. Il y a également la façon. Juste, j'aimerais tout simplement vous orienter, vous donner quelques pistes. Au Sénégal, on doit refaire. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut tout refaire. Quand on parle de tout refaire, c'est l'orienter, les services, les choses dans l'aspect digital. Je rappelle que vous êtes actuellement au Sénégal. Voilà, orienter les choses dans l'aspect digital. On peut digitaliser beaucoup de choses au Sénégal. Il y a un secteur également que à chaque fois les gens l'oublient, le secteur informel. Le secteur informel pèse très lourd au Sénégal. Le secteur informel a besoin d'outils. Le secteur informel a besoin de formation. Le secteur informel a besoin d'accompagnement. Donc, c'est l'occasion, c'est le moment de réfléchir, vous, petits entrepreneurs, des solutions pour répondre vraiment aux besoins, aux problématiques du secteur informel. Je peux vous donner ça comme orientation. Il y a beaucoup de choses également que le secteur informel a besoin, notamment le digital, notamment la formation. Voilà. Donc, ce serait l'idée, donc, si j'ai bien compris, ce serait de se porter, ou plutôt de se lancer en tant que peut-être formateur ou, qu'est-ce que vous entendez par formateur,
En tant que formateur, bien sûr. Formateur en quoi, enfin, concrètement? Bon, vous savez qu'il n'y a pas grande différence entre le secteur informel et le secteur formel. Juste le secteur informel n'est pas structuré. Mais ils ont besoin des mêmes compétences, peut-être que les gens du secteur formel ont. Par exemple, comment gérer sa comptabilité? Le secteur informel ne maîtrise pas les études de comment gérer sa comptabilité. Donc, la formation peut être utile à ce secteur. Digitalisation. Le secteur informel a besoin de solutions digitales. Nous, on a Excel, on a Word, on a PowerPoint, etc., etc. Qu'est-ce que le secteur informel a dans leurs activités, comme outil de productivité, par exemple? Donc, réfléchissez pour trouver des solutions innovantes et répondre à leurs besoins, à leurs problématiques impactées, et vous verrez que vous serez millionnaire. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima, pour cette très belle intervention. Merci beaucoup. Monsieur Bas, si vous auriez peut-être des choses à rajouter. Je noterai juste que dans la discussion, il y a Kani qui a donné l'idée donc de la culture d'oignon dans la région des Niayes, qui pourrait justement s'élargir dans l'agroalimentaire. Merci beaucoup, Tiani. Merci beaucoup pour l'ensemble des interventions pertinentes. Maintenant, concernant le choix, il faut d'abord de l'appétence. L'appétence, c'est l'intérêt qu'on va porter sur un secteur ou bien un créneau bien déterminé. Parce que l'entrepreneuriat, c'est de la passion. Donc il faut avoir de l'appétence. Si on n'a pas de l'appétence sur un créneau porteur ou bien sur un secteur particulier, là, ça pourra nous bloquer. Donc, c'est un facteur à bien mettre en exergue. Maintenant, pour aussi le choix, il faut consulter des rapports sectoriels sur les niches d'opportunités. Donc, parce que l'entrepreneuriat, il ne suffit pas de se lever ou bien de bien dormir ou bien de bien manger pour se lever et dire que je vais entreprendre sur ça. Il faut consulter des rapports sectoriels sur les niches d'opportunités. Les niches d'opportunités, c'est-à-dire que les potentialités qu'offre un secteur bien donné. Maintenant, pour cela, tout le temps, on pourra consulter des rapports sur les niches d'opportunités sur le secteur de l'agriculture, de l'élevage, du numérique et autres choses. Donc, et où les trouver, ces rapports-là? Ces rapports-là, par exemple, si par exemple c'est en France, on peut les avoir au niveau des chambres de commerce, on peut les avoir au niveau de l'APEC. APEC, chambre de commerce, on peut les avoir. Maintenant, par exemple, même au sein de l'APEC, moi, j'avais par exemple une référente, une personne qui me suivait, qui me donnait des informations et des liens dédiés à ça. Donc aussi, on peut les avoir au niveau des chambres de commerce. C'est-à-dire que on peut les avoir au niveau des chambres de commerce, on peut les avoir aussi au niveau de l'APIX. C'est-à-dire que et c'est valable pour le Sénégal? Oui, c'est valable pour le Sénégal. C'est-à-dire que la démarche entrepreneuriale, si on parle de mindset, le mindset, ça regorge beaucoup de choses. C'est-à-dire que la curiosité intellectuelle, aller vers l'information officielle. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas chose facile aussi. C'est chose extrêmement compliquée. Donc, du coup, avant de s'y lancer, il faudra avoir les éléments d'information qui vont nous permettre d'apprécier ce qu'on va faire. D'où la nécessité du risque calculé. C'est-à-dire qu'on prend un risque, mais c'est un risque calculé. Maintenant, si on a les éléments d'information nécessaires, par exemple, sur les niches d'opportunité, c'est des créneaux sur lesquels on pourra entreprendre. Donc là, on pourra se lancer d'abord dans les études préalables jusqu'à la mise en œuvre d'un projet. Maintenant, concernant les secteurs spécifiques, tout à l'heure, j'ai entendu dire que le secteur du numérique ou bien créer des applications par-ci, par-là, il faudra comprendre aussi, des fois, certains projets, c'est des projets extrêmement coûteux en termes de capital ou bien en termes de financement. Je ne pense pas que ça soit évident pour un débutant, si ce n'est pas un start-up ou bien ce n'est pas une structure qui a une certaine maturité, de pouvoir lever certains fonds. Parce que c'est beau les idées
de mettre sur pied, par exemple, une application qui va connecter les agriculteurs du Sénégal. C'est extrêmement beau. C'est une idée extrêmement géniale, mais c'est un projet extrêmement gigantesque, c'est un projet extrêmement colossal. D'abord, qui demande des ressources humaines en termes de développeurs, informaticiens, en termes de testeurs, en termes d'infra, en termes de beaucoup de paramètres, quoi. Donc, c'est pas des projets qui sont faciles à mettre en œuvre. Alors, moi, je conseille à un entrepreneur qui vient de débuter. Et puis aussi, on connaît le contexte des capitaux. Les capitaux, c'est extrêmement chaud. Ne croyez pas que, par exemple, vous allez avoir une idée. Si tu as une idée, 200 personnes ont la même idée. Ne croyez pas que, par exemple, vous allez vous lever avec votre idée et puis vous partez et on vous donne le financement. La question du financement est extrêmement chaud. Donc, mais du coup, en tant que débutant, qu'est-ce que... c'est pourquoi je disais qu'en tant que débutant, il faudra se bloquer dans un périmètre financier faisable. C'est-à-dire qu'il faudra étudier la faisabilité financière et ne pas s'engager sur certains projets d'envergure. Du coup, dans quel projet s'engager justement si on est débutant? Parce que j'imagine nous tous, il y en a plein dans le public qui sont débutants et il y en a même qui n'ont pas encore posé le premier pas. Comment justement s'y prendre? Là, quand je parlais au début de la question de l'appétence, de la question des informations sur les niches d'opportunités, là, c'est au cas par cas. Nous tous qui sommes là, je pense qu'on est 40 sur le panel. Par exemple, chaque personne qui a un projet d'entrepreneuriat, il a un projet spécifique à lui. Donc, on donne juste les panoplies, on donne juste les axes à suivre. Mais par exemple, on ne peut pas se mettre sous la peau de l'entrepreneur. Maintenant, ce qui est bon, nous on donne des axes, par exemple, des axes d'orientation. Ce qui est bon tout le temps, c'est de regarder les niches d'opportunités et puis aussi regarder la taille des projets. Parce que, qu'on ne se trompe pas, la question du financement, c'est extrêmement chaud et compliqué. La question du financement. Donc, moi, je conseille, si on débute, de débuter avec un projet extrêmement mesuré et faisable sur le plan financier. Parce que dans l'étude de faisabilité, on va étudier la faisabilité financière, la faisabilité économique, la faisabilité juridique, la faisabilité technique, les ressources humaines et tout ça. Et que si on est débutant, essayons de prendre une petite mouture, une petite parcelle, une petite mouture pour développer notre projet, sachant que on part d'un stade embryonnaire jusqu'à un développement réel. Maintenant, pour ça, au niveau du Sénégal, il y a certains secteurs qui pourront le faire. Moi, je pensais automatiquement au maraîchage parce que les projets informatiques dont vous parlez là, moi, je suis chef de projet data et informaticien. C'est des projets extrêmement lourds en termes de financement. Même des fois, les États ne sont pas capables. Même l'État du Sénégal, en ce moment, ils ne sont pas capables d'engager certains projets. Parce que c'est des projets qui sont extrêmement coûteux en termes de ressources humaines et de ressources financières. Donc, il faudra aussi qu'on soit réaliste. Un entrepreneur doit être réaliste parce que la question du financement est extrêmement compliquée. Maintenant, sur de petits projets, moi, j'ai pensé au maraîchage, par exemple, au maraîchage, parce que l'agriculture, c'est un créneau qui est là, et puis vraiment, on en a besoin. Au maraîchage, sur certaines cultures maraîchères, telles que le manioc, telles que la carotte, le chou, les gombos, tout ça, c'est des niches d'opportunités. La mangue, c'est des niches d'opportunités qu'on peut aborder dans la zone des Niayes au Sénégal. Par exemple, dans la zone des Niayes, on peut trouver un lopin de terre ou bien quelque chose, parce qu'aussi, ne croyons pas que c'est facile d'entreprendre, ou bien l'élevage par-ci, par-là. Maintenant, débuter sur quelque chose de petit et évoluer de façon échelonnée. Parce que si, par exemple, on pourra même pas le faire. Si, par exemple, on s'engage dans une idée extrêmement grandiose qui va engager des moyens, on n'aura pas les moyens de cadrer le projet, on n'aura pas les moyens financiers pour financer notre projet. Donc, moi, je conseille d'y aller lentement, sûrement, parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est parcouru, qui a beaucoup de contraintes, notamment les contraintes techniques et les contraintes financières. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse très détaillée, très complète aussi. Merci beaucoup.
Donc, on aura compris qu'il faut, au-delà donc de notre aspiration personnelle et de notre optimisme aussi, il faut marier tout cela à du réalisme. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois optimiste, assez optimiste pour oser se lancer dans un projet, mais tout de même réaliste pour justement essayer d'évaluer un petit peu ses moins dans tous les sens du terme. Hein, et justement, de premier abord, on a les moyens financiers. Et donc, parfois, ça peut poser problème. À la fois aussi, ça nous donne un certain optimisme parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, que ce soit dans le domaine de l'agriculture. Et vous avez parlé aussi de cette idée d'appétence qui donc est propre à chacun. J'imagine c'est la passion dont vous faites référence. Et est-ce que vous pensez que vraiment on peut entreprendre que dans notre passion? Disons par exemple si on est passionné de telle chose ou pour telle chose, justement, est-ce qu'on peut entreprendre dans le domaine de notre passion? Vous en pensez quoi? Sachant que la passion, ça peut être mille et une choses, hein, mais et c'est propre à chacun. Qu'est-ce que vous en pensez du rapport entre passion et entrepreneuriat? Est-ce que notre passion doit être forcément notre domaine, justement, d'entrepreneuriat, justement? Vous en pensez quoi? Je pense que l'entrepreneuriat en tant que tel n'est pas un domaine fermé. Je prends l'exemple d'une personne qui était partie je pense, il disait au roi, au Merlin, et qui voulait, par exemple, elle a trouvé son niche d'opportunité par rapport à une situation problématique. Là, elle n'a pas parlé d'appétence. Maintenant, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un domaine qui est exclusivement réservé, par exemple, à l'appétence. Mais aussi, l'appétence, c'est extraordinaire pour, par exemple, aborder quelque chose. Nous tous qui sommes présents ici, 42 personnes, je pense qu'on a aimé assister, par exemple, à la réunion. On est combien d'étudiants sur France? Il y a combien de personnes, par exemple, qui sont dans les groupes? Même, par exemple, le sujet-là que vous venez de prendre, je pense qu'il y a un intérêt particulier, il y a une appétence que vous choisissez le sujet de l'entrepreneuriat dans le cadre du premier de la première masterclass de l'Association des élus du Sénégal. Maintenant, l'appétence, d'abord, ça garantit l'amour, ça garantit la fluidité, et puis aussi, ça garantit le déploiement. Maintenant, je ne dis pas que, par exemple, si on n'est pas appétent à un domaine, il ne faut pas entreprendre sur ce domaine parce que l'entrepreneur ne relève pas de l'appétence. Mais par exemple, si ce critère-là s'y associe, je pense que ça pourra être un facteur de réussite extraordinaire parce qu'il faudra aimer ce que l'on fait. Il faudra prendre du passion à ça. Je pense à Ronaldinho quand il disait que je prends du plaisir à faire du foot. C'est-à-dire que je prends du plaisir à faire du ballon. Donc, par exemple, il y en a qui prennent du plaisir à entreprendre sur le secteur de l'agriculture. Il y en a qui prennent plaisir à entreprendre sur d'autres secteurs, mais je pense qu'il y a une relation synergmatique entre l'appétence et l'entrepreneuriat. Maintenant, cela ne va pas dire que, par exemple, l'entrepreneuriat est un domaine exclusivement réservé à quelques sommes. Parce que c'est pas élitiste. Donc, oui, tout le monde peut entreprendre, oui, selon tout vous. Le monde peut entreprendre. Il s'agit juste d'étudier de cibler son projet, de cibler une niche d'opportunité, de cibler son projet, de l'étudier et puis de cerner le projet suivant tous ses contours de faisabilité technique, humaine, financière et aussi de se lancer. Mais si on est appétent, là, je pense que ça pourrait être, ça va être plus facile. Une qualité de plus. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Maintenant, j'aimerais qu'on attaque donc, pour terminer, j'aimerais qu'on parle un peu des réalités du terrain et de la manière donc de structurer un projet sur des bases solides parce que généralement, on est un peu dans cet élan de rêve entrepreneurial, on veut entreprendre, on veut devenir millionnaire, mais parfois ce qu'on oublie, c'est les réalités du terrain. Est-ce que vous aurez donc des conseils à nous donner pour quelqu'un qui veut aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe les secteurs, et vous-même si vous avez des exemples de réalités auxquelles vous avez été amené justement à lutter contre et si vous avez des conseils justement à nous donner pour nous qui voulons nous lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Je peux peut-être intervenir dans ce cas-là. Oui, bien Moi, sûr. la première réalité que je dirais, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Déjà, il faut se le dire quand on commence.
il faut se dire que les choses ne vont pas aller à la vitesse qu'on voudrait. Donc ça, c'est une première réalité à ancrer, en fait, dans son parcours. C'est un processus. D'accord? On devient, on va dire, une nouvelle version de soi-même avec ce processus. Il faut aimer le processus. Parce que dans ce processus-là, il y aura forcément des difficultés, on aura forcément des problèmes, on aura des peurs, on aura des doutes. Et tout ça, il faut l'intégrer en fait dans le mindset qu'on aura. Se dire, ok, là, je suis face à un problème, comment je réagis? Déjà, tourner son mindset, orienter solution. Donc ça, c'est très, très important pour moi. Et c'est ça qui va nous amener vers la résilience. Et cette résilience-là va nous permettre de continuer malgré les difficultés. Très intéressant. Donc, tout se joue dans le mindset avec lequel justement on se lance. Est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter, Monsieur Ba, Ibrahima, Yawa, si vous auriez des choses à rajouter par rapport donc aux conseils justement et aux réalités auxquelles vous avez fait face pour justement nous aider à mieux lutter contre ou à s'y préparer en tout cas? Moi, je parlerai surtout de ce que l'on voit peut-être sur les réseaux, de voir des entrepreneurs accomplis, penser que on a une idée et hop, on va être millionnaire du jour au lendemain. Comme l'a dit Babou, c'est un process, ça prend du temps. Et on grandit en même temps que le projet grandit aussi. Moi, je suis en plein dedans, j'apprends. Ça m'a même appris à avoir la patience. Je n'étais pas quelqu'un de patient. Je le suis maintenant, je suis obligée. Donc, chaque jour, on apprend de nous, mais aussi on fait de telle sorte que, voilà, on ne fait pas des erreurs pour gâcher notre projet et tout. Mais surtout, ne vous fiez pas à ce que vous voyez tout le temps sur les réseaux. C'est ça que je vais dire. Parfait. Donc, c'est ton message d'espoir, mais aussi de prudence par rapport au contenu qu'on peut voir sur les réseaux. Et c'est vrai, il y en a plein. Il y en a qui nous disent, oui, vous pouvez entreprendre et en 1 mois, vous pouvez gagner des sommes incroyables. Donc, il faut quand même prendre du recul par rapport à toutes ces informations. Et justement, c'est l'un des objectifs de ce panel, de nous préparer justement à adopter le bon mindset qu'il faut. Ibrahima, j'imagine que vous avez des choses à rajouter. Oui, bien sûr, juste comme dernier mot, il faudra juste, si vous voulez entreprendre, il faudra juste avoir cette confiance d'abord, avoir une vision, avoir votre idée de projet. Si déjà vous avez votre idée, faites tout pour préserver cette idée. Quand on parle de préserver cette idée, il ne faudra pas qu'un monsieur X quitte là-bas pour vous dire que ah, yo, li doxul ay caaxaan rek la. Non. Il faudra croire à ce que vous voulez faire, à l'impact que vous voulez apporter, à votre proposition de valeur. Après tout également, sur les réagissements. Il y aura des pions que vous allez déplacer, ça c'est bon, ça c'est pas bien, je prends ça, je prends ça. Donc, on ne peut pas faire tout cela sans pour aller vers l'information. On ne peut pas faire tout ça sans pour avoir construit un réseau. Parce que l'information peut venir bien sûr de vos contacts, des gens qui vous connaissent et qui vous donnent des orientations, des pistes. Croire en vous et en tête que vous voulez juste impacter, apporter quelque chose. Ne mettez jamais en tête que je vais devenir millionnaire, milliardaire. Donc, je termine. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Monsieur Baye, est-ce que vous auriez donc des conseils par rapport justement à ces réalités-là pour mieux les affronter? Ou encore une dernière note d'espoir avant d'ouvrir justement le micro au public pour qu'ils puissent poser leurs questions qu'ils ont pu noter au fil des discussions? Moi, je dirais 20% de théorie et 80% d'action dans un premier temps. 20% de théorie et 80% d'action, je parle de pratique. Là, je pense que ça pourrait garantir la réussite par la suite. Un entrepreneur, il doit être résilient. Donc, il doit
avoir une certaine capacité d'absorption parce que nous sommes dans un environnement qui change avec beaucoup de mutations et puis nous sommes dans un monde d'incertitude où il y a des chocs de marché, il y a des chocs de guerre, il y a des fluctuations de prix, beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc, dans un monde entrepreneurial ou bien dans un environnement entrepreneurial, il faut être extrêmement résilient et avoir une capacité d'absorption et de se projeter vers l'avant pour la réussite de notre projet. Il faudra être efficace. Un entrepreneur, il doit être efficace. L'efficacité, c'est quoi? C'est de tout faire pour atteindre ses objectifs. On a un objectif, on s'est fixé un cap, essayons de tout faire pour atteindre nos objectifs. Qu'on ne soit pas découragé et ébranlé par exemple, des commentaires par-ci, par-là. Faisons focus sur nos objectifs. Merci beaucoup, M. Ba. À présent, je vais ouvrir donc le micro au public. Si vous auriez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser pour que... Maintenant, s'il vous plaît, Momodo, moi j'avais pensé que c'était 10, parce que j'ai une autre réunion à partir de 19h. J'avais pensé que c'était 17h, 19h. Donc, oui. Est-ce que par exemple, à 19h, je pourrais me déconnecter si possible? Oui, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on peut juste prendre 5 minutes de plus, normalement en 10 minutes, ça le fait. Pas de souci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro justement pour poser vos questions. Alors, vous m'entendez ou pas? Oui, nous vous entendons très bien. Ah, ok. Bon, moi, c'est Dominique Diatta. Enchanté. Bon, en fait, j'ai je vais dire 2 questions. Une pour peut-être l'organisateur, c'est-à-dire l'association. Est-ce que après cette conférence en ligne-là, est-ce qu'il y a possibilité de la réécouter d'autre part? Oui, c'est enregistré. Alors, okay. Le début n'est pas enregistré, mais en tout cas, les 3 phases sont bien enregistrées. Donc, oui. Ok, parce que moi... Je vais voir d'abord avec l'ensemble du bureau, mais a priori, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. À confirmer aussi avec les intervenants, mais voilà, sous réserve justement de l'accord de tout le bureau, notamment le président. Ok, parce que bon, j'étais en retard, donc voilà. Maintenant, pour les panélistes, ma question, bon, je suis déficient visuel déjà, je vous le dis, et bon, c'est-à-dire je vois rien. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des idées par rapport aux personnes vivant avec un handicap, surtout les déficients visuels, qui ont des idées d'entrepreneurs, qui ont des idées de projets et tout. Est-ce que vous pouvez donner des conseils par rapport à ces personnes-là? Parce que vous savez, exemple, moi qui suis non-voyant, c'est pas moi qui vais directement aller dans l'agriculture et la faire directement. Donc, j'aurais besoin des personnes pour pouvoir faire cela. Très bonne question. Très bonne question. Alors, je pense que Dominique, en fait, c'est une très, très, très bonne question. Je pense que oui, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est forcément pas éligible à l'entrepreneuriat. Il faut très bien entreprendre. Le sujet quand même qui est important quand on est entrepreneur, c'est l'équipe. Ça veut dire en fait, il ne faut pas être tout seul, il faut aller mobiliser des personnes qui vont croire à votre projet et qui vont vous rejoindre avec des compétences complémentaires. Donc ça, c'est très, très important. Vous pouvez être un entrepreneur, avoir une équipe qui... C'est pas l'entrepreneur qui réussit, c'est l'équipe qui réussit. Donc si vous avez la capacité d'aller mobiliser des personnes qui croient à votre idée, qui vous rejoignent dans votre projet, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, je peux vous donner une anecdote par rapport à moi, personnellement. Je suis allé à la banque CMS, quoi.
Je suis allé là-bas, j'ai amené un projet et tout. Ben, la personne que j'ai trouvée là-bas m'a dit, ben, il y a un an qui fait FRB. Je lui ai dit, ben, mais j'ai une famille, j'ai des personnes avec qui je peux travailler. Ben, la personne ne croyait pas en fait à ça. Et pourtant, c'était quelqu'un qui donnait des conseils par rapport à des porteurs de projets et des méthodes de crédit, quoi. Oui, alors là, vous allez voir que dans le monde de l'entrepreneuriat, on va vous fermer plusieurs portes. Donc ça, c'est une porte qui est fermée. Mais ça ne veut pas dire que la suivante va être fermée. Il faut toquer à plusieurs portes. Peut-être que cette personne-là que vous avez vue, elle n'a pas en recul nécessaire de se dire que l'entrepreneur, ce n'est pas parce qu'il a un handicap visuel que forcément il n'est pas en capacité de réussir son projet. Il ne faut pas se décourager au premier retour négatif. Il faut y croire, continuer à avancer. Et la personne qui va vous débloquer votre projet, il sera dans le futur. Il faut continuer à avancer à y croire. Donc ça veut dire que M. Diatta, qu'il faut quand même continuer, comme l'a dit Ndebabo, à toquer justement à d'autres portes, parce qu'on ne sait jamais. Et que l'entrepreneur même ne se décourage pas, justement. Monsieur Ba parlait de résilience, et je pense que c'est cette résilience qu'il faut porter en bandoulière en tant qu'entrepreneur. J'espère qu'en tout cas, la réponse de Ndebabo a été... Got it. Yeah, merci. Est-ce que vous aurez d'autres questions publiques? Alors, bonjour tout le monde, je suis Fatou, je salue vraiment le travail de nos intervenants, c'est très intéressant. Alors moi, j'aurais 2 questions à poser. La première était celui qui parlait de salons parlant de l'agriculture et d'autres choses. Comment trouver ces salons, comment trouver ces annonces selon votre ville, s'il y a des plateformes pour et autres. Et la deuxième serait pour ceux qui veulent se lancer au Sénégal, par exemple, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans un autre domaine. Comment faire pour trouver des agriculteurs ou bien comment faire pour trouver des terres et tout ce qui va avec, et ceux qui veulent se lancer dans... Pardon? Donc, par rapport à la réunion d'aujourd'hui, oui, donc je pense que la question a été très claire. Si vous auriez des réponses à... Non, pour les salons, il faut aller juste sur Internet et mettre salon, par exemple. Ça dépend de là où vous êtes. Par exemple, les salons de France, les salons d'Allemagne. Il faut aller sur Internet, vous tapez salon 2025, non, salon 2026, étant donné qu'on est en 2026. Là, ça va te sortir une liste maintenant sur la base de ce qui t'intéresse, parce que aussi les salons sont organisés en termes de secteur. Donc, sur la base de ce que tu recherches, tu pourras trouver. Mais c'est sur Internet. Et c'est gratuit ou bien payant? Non, c'est gratuit. D'accord. Et là, c'est juste une information. Là, vous trouvez où? Vous êtes où? Au Sénégal ou bien en France? Je suis en France. Ok, mais si vous êtes en France, par exemple, ici, je ne sais pas si vous connaissez Versailles. Versailles, c'est le lieu d'organisation beaucoup de salons à Versailles. Il y a aussi Villepinte. Il y a aussi Bourget. Éco-entrepreneur aussi. Maintenant, si sur Internet, si vous faites salon de Paris ou bien salon de Paris en 2026, ça va vous donner la liste des salons. Voilà, merci beaucoup. Et la seconde question était pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'agriculture ou bien dans un autre domaine, comment trouver des personnes fiables et comment rencontrer les potentiels agriculteurs pour, par exemple, pour ceux qui parlaient des mangues qui traînent au Sénégal, comment le rencontrer pour leur acheter ces mangues et tout ce qui s'ensuit. Pour ceux qui se sont déjà lancés et qui connaissent peut-être le terrain. Alors, pour répondre juste sur le secteur au Sénégal, il y a des institutions qui sont là pour accompagner. Il y a l'ACEPEX, c'est l'Agence sénégalaise des exportations. Donc, du coup, ils ont un réseau de producteurs. Donc, c'est un premier, on va dire, contact. Il y a la Chambre de commerce de Dakar, qui est aussi un premier contact.
Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, quand vous dites comment les contacter, comment rentrer en relation avec eux, je vous dis, on est en 2026, on est à l'ère de l'IA, on est à l'ère de la digitalisation. Aujourd'hui, ils sont tous sur Internet, ils sont tous même sur LinkedIn. Il y a des institutions qui sont créées leur page LinkedIn. Allez sur LinkedIn, tapez le nom de l'institution, connectez-vous à l'institution, regardez les personnes qui travaillent dessus, connectez-vous avec eux, et ensuite posez votre question. Aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation, vous ne pouvez pas se dire je ne sais pas comment. Oui, c'est très Très, très intéressant. Merci. D'autres questions? Pour ma part, non. Le public, est-ce que vous auriez d'autres questions à poser? Oui, Lamine, j'avais une question. Oui. David, dans 2 minutes, je vais devoir me déconnecter, ça ne pose pas de problème. Excusez-moi, M. Yad. Oui. Là, De toute façon, la réunion va... C'est juste parce qu'il y a une autre réunion. D'accord, il n'y a pas de souci. Normalement, dans 2 minutes max, on aura fini, si tout se passe bien. Bada, est-ce que vous pouvez juste poser votre question, qui sera sans doute la dernière, parce qu'on est pris par le temps aussi. Et ne vous inquiétez pas, il y a d'autres panels qui vont suivre, et vous pourriez justement les poser. Et je pense que les entrepreneurs qui sont intervenus dans le cadre de ces panels aussi seront justement disponibles après pour répondre peut-être à vos questions. J'imagine, ils seront contraints par le temps aussi, mais à voir avec eux. Je verrai avec eux. Bada, est-ce que tu peux poser ta question? D'accord, merci beaucoup déjà Lamine pour la parole et merci beaucoup à nos chers panélistes pour la qualité de leur intervention. Donc moi, ma question c'était en fait aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la diaspora. Ils travaillent sur des projets qui sont parfois proches et ça existe déjà. Donc est-ce que selon votre expérience, qu'est-ce qui fait réellement par exemple la différence entre un projet qui reste une idée et un projet qui devient crédible, par exemple, aux yeux des partenaires? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'originalité de l'idée ou plutôt la clarté du positionnement de l'équipe? Alors, Bada, du coup, la question, c'est de savoir, si je reformule, c'est en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une différenciation dans mon projet par rapport à notre projet? C'est ça la question? En fait, pour avoir l'accès au financement, par exemple. Alors, pour moi, en fait, un projet, déjà, quand on a un projet, quand on est entrepreneur, on arrive avec sa proposition de valeur. Proposition de valeur étudiée. Qu'est-ce que j'apporte sur le marché qui n'existe pas? Ou qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Donc ça, c'est très, très important d'arriver avec ça qui est très clair pour l'entrepreneur. Il faut être convaincu déjà de ce que vous apportez sur le marché et aussi apporter les explications face à un investisseur qui vous pose ces questions-là. Donc, pour moi, c'est très, très important de se poser la question déjà à votre propre niveau. Et d'y répondre déjà vous-même et d'être convaincu de votre réponse. Parce que la réponse que vous allez donner à un entrepreneur X, il va dire je ne suis pas convaincu. Vous allez donner à un entrepreneur Y, un investisseur Y, il va vous dire je suis convaincu. Donc du coup, c'est commence déjà par vous-même de vous poser les questions, d'être convaincu de votre proposition de valeur et aussi de la différenciation que vous apportez sur le marché. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'il y a un autre intervenant qui veut rajouter quelque chose par rapport à cette question? Donc, la réunion, le panel plutôt touche à sa fin. J'aimerais réitérer toute ma gratitude à l'égard des intervenants, d'avoir pris de votre temps et de votre énergie, de votre expertise également pour nous partager toutes ces connaissances qui nous sont très, très utiles. Nous qui voulons nous lancer, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même assez de clés. On va repartir donc de cette rencontre avec des clés qui vont nous permettre justement de poser peut-être le premier pas à l'horizon justement de cette nouvelle année justement qui se déroule et qui va être justement une concrétisation de toutes nos, en tout cas de nos résolutions qui sont liées à l'entrepreneuriat, je l'espère. Donc, votre mot de la fin peut-être?
Moi, je tenais déjà à remercier en fait l'association Les Élites du Sénégal pour cette initiative. Pour moi, c'est important de mettre en place ces instances-là pour que les gens viennent. C'est aussi un réseautage qu'on est en train de faire. Les gens viennent poser la question, qu'on essaie aussi d'apporter des éclaircissements. Voilà, on n'a pas toute la science, on va dire, en nous. Ce qu'on a essayé de faire, c'est donner nos conseils qui peuvent marcher ou ne pas marcher. Donc, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Si vous avez un projet, moi, le seul mot que j'ai envie de vous dire, osez, lancez-vous et allez jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la fondatrice donc de cette plateforme d'échange. Vous me rappellerez le nom, Ndeye Babou. La plateforme Loom Africa, c'est une plateforme... Loom Africa. Et que vous êtes sur LinkedIn, donc on peut vous suivre sur LinkedIn. Donc les autres intervenants, votre mot de la fin peut-être? Moi, j'aimerais vraiment vous remercier pour cette opportunité et remercier aussi tous ceux qui étaient présents pour écouter. J'espère que voilà, on vous a un peu aidé. Alors pour le mot de la fin, je dirais ayez confiance en vous et lancez-vous. Et voilà, essayez de trouver aussi des structures qui vont vous accompagner, qui vous suivront, mais n'ayez pas peur. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour se lancer, donc allez-y. Très belle note d'espoir. Merci beaucoup, Yawa. Monsieur Ba Ibrahima, votre mot de la fin peut-être? Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour l'ensemble des belles interventions. Ça a été un rendez-vous de recevoir et de donner. Merci à l'ensemble des intervenants et puis aussi bonne chance pour l'ensemble des projets à Yaye Fatou et aussi à la plateforme Loom au Sénégal. Bonne chance aussi pour les futurs entrepreneurs. Moi, je vous dis de foncer pour défoncer toutes les opportunités d'affaires. C'est presque poétique. Ibrahima, peut-être votre mot de la fin? Je pense qu'Ibrahima est pris. Donc, chers publics, chers intervenants, nous vous disons merci d'avoir donc été là pendant toute la durée du panel. J'espère que vous repartirez en tout cas avec des clés concrètes, avec ces clés que nos intervenants vous ont donné, nous ont donné justement pour pouvoir ouvrir peut-être notre première porte vers l'entrepreneuriat. Je vous remercie et donc à bientôt parce que juste pour préciser que ceci s'inscrit dans le cadre d'une série de panels et justement vous aurez au fur et à mesure les informations. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.